Delmarva Absaroka Nikayak. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux États proposés aux États-Unis qui n'ont jamais vraiment vu le jour. Nous allons passer en revue 12 des propositions d'État les plus uniques jamais faites, tout en plongeant dans l'histoire étrange de chacune d'elles. 12. Transylvanie, proposée pour la première fois en 1775. Si vous êtes passionné d'histoire ou de littérature, le nom Transylvanie vous est probablement familier. Associé à Dracula et au château brumeux de Roumanie, mais la Transylvanie américaine a été fondée 122 ans avant que le roman de Bram Stoker ne voie le jour. La Transylvanie devait devenir la 14e colonie américaine, composée des terres qui font aujourd'hui partie de l'ouest et du sud-est du Kentucky actuel, ainsi qu'une partie du nord du Tennessee. C'était l'idée de la Compagnie de Transylvanie, une société de spéculation foncière dirigée par Richard Henderson, un ancien juge de Caroline du Nord qui a quitté le tribunal en 1773 pour tenter sa chance à la grandeur coloniale. Le 17 mars 1775, Henderson et sa compagnie prétendirent avoir acheté la terre à la nation Cherokee, lors du traité de Sycamore Shoals, mais l'accord n'était pas vraiment équitable. De nombreux chefs Cherokees s'y sont opposés, et aussi bien la couronne britannique que les États américains l'ont rapidement déclaré illégal, et la Virginie ainsi que la Caroline du Nord n'étaient pas d'accord. Ils ont insisté sur le fait que la terre leur appartenait déjà sous la domination coloniale. Puis vint la guerre d'indépendance américaine, et avec elle, le glas du rêve de Henderson. Le Congrès continental a rejeté la colonie de Transylvanie d'emblée, refusant de la reconnaître comme légitime. Sans soutien légal, le projet s'est effondré. La Virginie a absorbé la majeure partie des terres, dans ce qui est devenu le Kentucky, et la Caroline du Nord a fait de même au Tennessee. Le grand projet de la Compagnie de Transylvanie s'était effondré, tout comme la fortune de Henderson. Son héritage fut une colonie ratée avec un nom effrayant. Les créateurs de l'État suivant étaient un peu paresseux en ce qui concerne les noms. Numéro 11 Delmarva, proposé en 1776. Il n'est probablement pas surprenant qu'il y ait eu plusieurs propositions de nouveaux États, juste après la déclaration d'indépendance des colonies américaines, le 4 juillet 1776. Delmarva était l'un de ces États proposés. Le territoire aurait été constitué de la petite péninsule au large de la côte est du Maryland, partagée entre le Delaware, le Maryland et la Virginie. C'est de là que vient le nom Delmarva. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas très créatif. Le premier appel officiel à l'indépendance de la péninsule de Delmarva a eu lieu en novembre 1776, seulement quelques mois après que les colonies ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Lors de la rédaction de la Déclaration des droits du Maryland, les délégués de la péninsule ont tenté d'insérer discrètement une clause qui permettrait aux régions de faire sécession de l'État à l'avenir. Leur objectif était de jeter les bases pour que la péninsule puisse se détacher et former une nouvelle entité politique. Cependant, la proposition a été rejetée, et l'idée d'un État séparé a été mise en attente. Et pour le moment. Le rêve de Delmarva a refait surface en 1833 cette fois, avec une stratégie différente. Plutôt que de former un tout nouvel État, les législateurs du Delaware ont proposé d'étendre leur territoire existant pour inclure la côte est du Maryland. La résolution a obtenu un soutien considérable, étant adoptée par les deux chambres de la législature du Delaware et la chambre des délégués du Maryland. Il semblait que l'objectif de longue date d'unifier la péninsule pourrait enfin se réaliser. Mais elle n'a pas été adoptée par le Sénat du Maryland et par conséquent, la région n'a jamais été incorporée au Delaware. En 1992, le parti de l'État de Delmarva a été fondé pour raviver l'objectif de former un État séparé. Les partisans ont soutenu que la population de la péninsule, d'environ 750 000 habitants à l'époque, était comparable à celle du Dakota du Sud et devrait atteindre 922 000 au cours des prochaines décennies. Selon eux, cette population justifiait le statut d'État. Malgré les efforts et l'argument démographique, le mouvement n'a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien politique. Aucun progrès législatif significatif n'a été réalisé, et la proposition s'est progressivement estompée du débat public. Le prochain État défaillant est une histoire de David et Goliath. Sauf que cette fois, Goliath a gagné et a forcé son peuple à se soumettre sous la menace d'exécution. Numéro 10. West-Sylvanie, proposée en 1776. Après 1748, une pétition proposa de créer une nouvelle colonie nommée Vandalia, dans la région où se trouve aujourd'hui la Virginie occidentale, l'ouest de la Pennsylvanie et l'est du Kentucky. La colonie ne s'est pas concrétisée, mais ses partisans ont persisté.
En 1776, ils ont rebaptisé la colonie proposée en Westilvanie et ont soumis une nouvelle pétition au Congrès continental. La pétition a été ignorée et le Congrès n'a pris aucune mesure pour reconnaître l'État. Au lieu de cela, une grande partie du territoire destiné à la Westilvanie a été incorporée à la Pennsylvanie. Malgré de multiples tentatives et un soutien important, la colonie proposée n'a pas réussi à obtenir de légitimité ou d'approbation, et la Westilvanie est restée un concept non réalisé. Bien que le Congrès ait ignoré leur pétition, les partisans de la Westilvanie sont restés déterminés à obtenir le statut d'État. Les habitants de la région, éloignés du centre politique de la Pennsylvanie, estimaient être négligés et mal représentés. La vie à la frontière ouest était très différente de celle à Philadelphie, et les colons estimaient que leurs défis et besoins spécifiques n'étaient pas pris en compte. En réponse, ils ont commencé à menacer de faire sécession de la Pennsylvanie, espérant que cette pression obligerait le gouvernement à reconnaître leurs revendications. Au mieux, ils espéraient obtenir une indépendance totale et la création d'un nouvel État. Cependant, la Pennsylvanie a réagi rapidement et de manière décisive. L'État a adopté une loi déclarant que toute promotion de la Westilvanie ou toute discussion sur la sécession serait considérée comme un acte de trahison. La peine était la mort. Cette réponse draconienne a envoyé un message clair et a effectivement écrasé le mouvement. Face à la menace d'exécution, la plupart des partisans ont abandonné la cause. Le rêve de Westilvanie, comme tant d'autres États proposés dans l'Amérique des débuts, s'est estompé dans l'histoire sans jamais être réalisé. Le prochain État proposé a failli devenir le 14e État de l'Union, manquant de peu à cause d'une fraction de voix. 9. Franklin, proposé en 1784. Après la guerre d'indépendance, les États-Unis se sont retrouvés complètement fauchés. Pour générer des revenus, les États ont commencé à céder des terres de l'Ouest au gouvernement fédéral, qui à son tour a vendu ces terres aux colons. Cette stratégie a élargi le territoire et financé les opérations gouvernementales. La Caroline du Nord a semblé suivre cette pratique en cédant ses terres de l'Ouest, l'actuel Tennessee, en 1784. Cependant, un complot était en cours. La terre a rapidement été revendiquée par des dirigeants locaux, qui cherchaient à former un nouvel État, indépendant à la fois de la Caroline du Nord et du gouvernement fédéral. Cet effort non autorisé a conduit à la création de l'éphémère État de Franklin, révélant que la cession n'était pas simplement un geste patriotique, mais faisait partie d'un plan visant à s'emparer du contrôle politique de la région, et à établir un gouvernement séparé. Les dirigeants de la Caroline du Nord n'ont pas cédé leurs terres de l'Ouest par simple patriotisme. Au lieu de cela, ils ont vendu les terres à bas prix à des initiés politiques fortunés. Par la suite, ils ont officiellement cédé les terres au gouvernement fédéral, mais ce stratagème avait une motivation secrète. Lorsque le gouvernement fédéral a finalement vendu les terres aux colons, ces initiés s'attendaient à toucher une grosse part des bénéfices. Leurs achats à bas prix allaient se transformer en gains importants, une fois revendus à la valeur du marché. Cette manœuvre leur a permis d'exploiter un acte patriotique à des fins d'enrichissement personnel, en dissimulant la corruption sous couvert de services publics, tout en manipulant le processus de vente des terres fédérales. Finalement, les nouveaux colons de la région ont découvert les magouilles dans lesquelles l'élite de la Caroline du Nord était impliquée. Ils se sont unis et ont proposé que le territoire à l'ouest des Appalaches fasse sécession de la corruption de la Caroline du Nord et devienne son propre État. Ce nouvel État s'appellerait Franklin. Les colons ont pétitionné le gouvernement fédéral pour devenir le 14e État. Cependant, la proposition a échoué à seulement 2 voix prises au Congrès, manquant la majorité des 2 tiers requises. Sans reconnaissance fédérale, la tentative de Franklin pour obtenir le statut d'État a échoué. En conséquence, la région n'a eu d'autre choix que d'abandonner ses efforts d'indépendance et de se réintégrer à la Caroline du Nord. La brève tentative de former un nouvel État s'est terminée sans succès ni statut officiel. Pour notre prochain État proposé, nous allons nous diriger vers l'ouest, vers la terre des cow-boys et des mormons. 8. Des érés proposés en 1849. Suite à la guerre américano-mexicaine, conclue par le traité de Guadalupe et Hidalgo en 1848, de grandes surfaces de terre furent transférées sous contrôle américain. Ces zones ont rapidement été organisées en territoires fédéraux. Cependant, les Mormons y ont vu une opportunité. Profitant de la liberté religieuse et de l'autonomie, ils ont proposé de créer leur propre État sur les terres nouvellement acquises.
En 1849, la communauté mormone a organisé une convention constitutionnelle pour rédiger une constitution pour l'État proposé de Deseret, une initiative audacieuse visant à demander au Congrès la reconnaissance officielle de l'État. Leur proposition était ambitieuse. Deseret engloberait tout le grand bassin, s'étendant sur l'ensemble de l'Utah, du Nevada, de l'Arizona, du sud de la Californie et sur des parties du Colorado et de l'Oregon actuel. Ce serait de loin le plus grand État d'Amérique à l'époque. Les Mormons ont présenté l'État proposé de Deseret comme un modèle d'ordre civil à une époque où les nouveaux territoires de l'Ouest étaient tombés dans le chaos total. La constitution de Deseret était très similaire à celle de l'Iowa à l'époque. Les dirigeants mormons ont veillé à ce que le document inclue une séparation claire des pouvoirs et des protections des droits civiques pour tous les résidents, pas seulement pour les membres de leur foi. Notamment, la Constitution garantissait de manière évidente la liberté de religion, reflétant le désir des Mormons de tolérance religieuse après avoir subi des persécutions. Cette disposition mettait en avant leur engagement à construire un État où des croyances diverses pouvaient coexister. Il n'est peut-être pas surprenant pour certains que ce qui s'est réellement passé, c'est que les Mormons ont utilisé l'État de Deseret comme une branche civile de leur religion. Les choses avançaient lentement dans les années 1800, et pendant que le gouvernement fédéral délibérait sur l'acceptation ou le rejet de la proposition du nouvel État, les adeptes de la religion mormone poursuivaient leurs plans pour Deseret. En 1847, Brigham Young a conduit environ 11 000 Mormons vers l'ouest, pour s'installer dans la vallée du Grand Lac Salé et pratiquer leur foi sans interférence. Au cours des décennies suivantes, on estime que 60 000 colons mormons supplémentaires ont migré vers la région, construisant des communautés fondées sur leurs principes religieux. L'Église mormone a maintenu un contrôle total sur la politique et la communauté de la région qu'ils ont désignée sous le nom de Deseret. Cela ne plaisait pas à beaucoup de membres du Congrès, qui avaient de forts préjugés contre cette religion. Il y avait aussi une forte opposition de la part des États du Sud. Deseret aurait été un immense État libre dans l'Ouest, et avec la question de l'esclavage qui déchirait encore le pays, les dirigeants du Sud y voyaient une menace directe pour leur pouvoir politique. Une décennie avant la guerre de sécession, l'équilibre entre les États libres et esclavagistes était une ligne fragile, âprement défendue. Craignant un bouleversement de cet équilibre, tous les États du Sud ont voté contre l'octroi du statut d'État à Deseret. En 1851, le gouvernement fédéral a écrasé l'avenir de Deseret une bonne fois pour toutes. Au lieu d'adopter la proposition mormone, le gouvernement a créé le territoire de l'Utah, qui deviendra plus tard l'État de l'Utah. Les Mormons n'ont pas abandonné. Ils ont de nouveau demandé le statut d'État pour Deseret en 1856, 1862 et 1872. Cependant, comme l'histoire l'a montré, ces pétitions n'ont pas abouti, et l'État mormon de Deseret n'est jamais devenu l'une des étoiles du drapeau américain. Le prochain nom d'État a été proposé pour 4 régions différentes des États-Unis, ce qui en fait le nom d'État abandonné le plus populaire de l'histoire américaine. Numéro 7, Jefferson. Proposé en 1859, 1870, 1915 et 1941. La première proposition d'État sous le nom de Jefferson a eu lieu en 1859 et était située à l'ouest du territoire du Kansas à l'époque. Cet État a été demandé par des mineurs dans les montagnes rocheuses, et ils ont en fait obtenu l'approbation du gouvernement du Kansas pour tracer des frontières. Malheureusement, les citoyens de Jefferson n'ont pas pu se mettre d'accord sur ce qui devait être inclus dans la constitution du nouvel État, et finalement, Jefferson est devenu le territoire du Colorado à la place. Le deuxième Jefferson était situé au Texas lorsque le territoire a été incorporé aux États-Unis. Le Texas était si vaste que dans le cadre de son admission dans l'Union, il a été convenu que le territoire devrait être divisé. Cette version de Jefferson a été proposée en 1870 et aurait constitué tout le sud-est du Texas depuis la rivière San Antonio et la région qui l'entoure. Cependant, la proposition a été rejetée. En 1915, une nouvelle proposition pour l'État de Jefferson a été soumise au Congrès, visant à découper à nouveau un territoire à l'ouest du Texas. Néanmoins, le soutien pour le nouvel État était quasi inexistant, avec seulement 6 sénateurs d'État votant pour son approbation. La troisième proposition pour l'État de Jefferson concernait une toute autre région du pays. En 1941, un grand nombre de personnes dans le nord-ouest du Pacifique ont exprimé leur soutien à la création d'un nouvel État de Jefferson, qui serait composé du nord de la Californie et du sud de l'Oregon. Les partisans de cette proposition étaient si déterminés qu'ils ont même pris les armes et ont défilé dans la région,
distribuant des tracts proclamant qu'ils feraient sécession de leurs États actuels. Peu de temps après que les nouveaux Jeffersoniens aient pris de l'élan, Pearl Harbor a été attaqué et les États-Unis ont été catapultés dans la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement et le peuple américain avaient des affaires bien plus urgentes à traiter, et l'État pacifique de Jefferson est tombé dans l'oubli. Les deux régions suivantes ont également fait sécession à une autre période de grande tourmente aux États-Unis. Grissix-Nickajack, proposé en 1861. Alors que les tensions autour de l'esclavage s'intensifiaient au milieu du XIXe siècle, toutes les communautés du Sud ne se sont pas alignées sur la cause confédérée. Dans les régions montagneuses du nord de l'Alabama et de l'est du Tennessee, l'esclavage était beaucoup moins répandu. Le relief de ces régions rendait les grandes plantations impraticables, ce qui entraînait un nombre réduit de personnes réduites en esclavage et une économie rurale plus modeste. De nombreux habitants considéraient le fossé national grandissant non seulement comme un conflit autour de l'esclavage, mais aussi comme une fracture plus profonde entre les élites riches et les travailleurs pauvres. Ces communautés avaient peu en commun avec l'aristocratie des plantations qui dominait la politique du Sud et commencèrent à sympathiser davantage avec l'Union qu'avec la Confédération. Il devint évident que les États du Sud avaient l'intention de faire sécession des États-Unis. Alors certaines communautés du nord de l'Alabama et de l'est du Tennessee proposèrent leur propre sécession et formèrent l'État de Nickajack. Cependant, la structure politique de l'époque jouait contre eux. Les esclaves, comptés pour la représentation malgré l'absence de droit de vote, donnaient aux régions esclavagistes une influence démesurée dans les assemblées législatives de l'État. Ce déséquilibre du pouvoir politique a condamné la proposition de Nickajack à l'échec. L'idée a finalement été rejetée au Sénat de l'État, et la région a été contrainte de rester au sein des États alignés sur la Confédération. Malgré la défaite législative, le sentiment anti-confédéré a persisté dans la région. De nombreux habitants ont résisté à la conscription dans l'armée confédérée, et certains ont même rejoint les forces de l'Union, combattant ouvertement contre la Confédération. Nickajack n'est jamais devenu un État officiel, mais il est resté un symbole puissant de l'unionisme du Sud et de l'opposition interne à la Confédération. L'échec de Nickajack a mis en évidence les profondes divisions au sein même du Sud, des divisions qui allaient au-delà du débat sur l'esclavage, et reflétèrent des fractures économiques et culturelles plus larges. Malgré l'échec de la tentative d'autodétermination de Nickajack, elle a créé un précédent en termes de résistance. Contrairement à Nickajack, l'État suivant réussirait à faire sécession de son gouvernement confédéré, bien que ce ne soit pas par des moyens légaux. Numéro 5. L'État libre et indépendant de Scott a fait sécession et a formé son propre État en 1861. Lorsque la guerre de sécession a éclaté, le comté de Scott dans le Tennessee a décidé qu'il ne serait pas entraîné dans le conflit du côté de la Confédération. Ainsi, la communauté a fait sécession de son État d'origine pour former l'État libre et indépendant de Scott lorsque leur État natal a décidé de rejoindre la Confédération. Comme la région de Nickajack, le comté de Scott était rural, avec une population dépendant de petites fermes et de revenus modestes plutôt que de la richesse des plantations. La plupart des habitants n'avaient aucun lien économique avec l'esclavage et ne voyaient aucune raison de soutenir la sécession de l'Union. Le comté de Scott a réussi sa sécession du Tennessee, le gouvernement n'ayant rien fait pour l'empêcher malgré l'acte de sécession. Il est resté une entité indépendante non officielle mais auto-identifiée pendant plus d'un siècle. Puis, en 1986, 125 ans après avoir déclaré son indépendance, le comté de Scott a officiellement demandé à réintégrer le Tennessee. L'État a accueilli cette décision avec une célébration publique, mettant symboliquement fin à la longue revendication d'indépendance du comté et dissolvant l'État libre et indépendant de Scott. L'acte de sécession du comté de Scott demeure l'un des rares efforts réussis, bien qu'il n'ait pas été reconnu par le gouvernement fédéral d'une communauté américaine à se séparer pendant la guerre de sécession. L'État suivant porte le nom de l'un des présidents les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Son nom a été utilisé à 2 reprises dans des propositions d'État, mais comme le montre toute carte actuelle des États-Unis, le 16e président n'a pas encore d'État portant son nom. Numéro 4. Lincoln, proposé en 1865. L'idée de nommer un État d'après le président Abraham Lincoln a été proposée à plusieurs reprises dans l'histoire des États-Unis, bien qu'aucune de ces tentatives n'ait abouti. Le premier État proposé du nom de Lincoln est apparu à la suite de l'annexion du Texas aux États-Unis. Parce que le Texas devait diviser son territoire pour rejoindre l'Union, plusieurs idées de nouveaux États ont été proposées. L'un d'eux, l'État de Lincoln, aurait englobé les terres situées au sud et à l'ouest du fleuve Colorado.
Malgré les discussions initiales, le projet n'a pas réussi à décoller et s'est vite éteint. Une tentative sérieuse est venue du Nord-Ouest Pacifique. Quand Washington, l'Idaho et le Montana sont devenus des territoires en 1864, il y avait une incertitude sur quel territoire gouvernerait la région, aujourd'hui appelée Panhandle de l'Idaho. Les habitants de la région, se sentant isolés politiquement et géographiquement, ont rédigé une pétition pour former un nouvel État appelé Lincoln, mais leur proposition a été rejetée par le Congrès. Puis, au début du XXe siècle, le soutien en faveur de l'État de Lincoln a refait surface. Cette fois, leurs ambitions étaient bien plus grandes, et l'État proposé inclurait également l'est de l'État de Washington, le nord de l'Idaho et l'ouest du Montana, s'étendant jusqu'à la ligne de partage des eaux continentales. Les partisans estimaient que les particularités géographiques, économiques et politiques de la région justifiaient la création d'un nouvel État. Cependant, malgré l'enthousiasme local, le gouvernement fédéral a de nouveau rejeté la demande. Bien que l'État n'ait jamais vu le jour, le soutien à l'État de Lincoln a persisté dans les discussions régionales, surtout lorsque des griefs politiques ou économiques avec les capitales des États surgissent. Le prochain État proposé se pense supérieur, littéralement. Numéro 3. Supérieur. Proposé initialement en 1897, le Michigan est unique en ce qu'il est divisé en deux masses terrestres, par le lac Michigan et le lac Huron. Cette séparation physique a alimenté des suggestions répétées, selon lesquelles le Michigan devrait être divisé en deux États distincts. La section nord prendrait le nom de supérieur, ce qui, selon la façon dont on le prononce, sonne un peu, prétentieux. L'État du supérieur. L'État de supérieur. Juste supérieur. Le nom vient en fait du lac Supérieur, qui borde la région, mais on ne peut s'empêcher de se demander si les gens qui militaient pour la création de l'État n'étaient pas un peu condescendants, en choisissant supérieur plutôt que d'autres options, comme Ontonagon, qui avait aussi été proposé. Il y a eu plusieurs versions de l'État de supérieur, mais elles ont toutes une frontière assez similaire. En 1897, une proposition pour le nouvel État comprenait la moitié nord du Michigan et une partie du Wisconsin. Et même si cette pétition n'a jamais abouti, cela n'a pas empêché les Yoopers, les habitants du Haut-Michigan, de trouver des moyens créatifs pour obtenir leur propre État. En 1959, un habitant du Michigan nommé Ted Albert a intenté une action en justice pour divorcer les deux péninsules, dans l'espoir que Superior devienne son propre État. Sans surprise, l'argument de divorce d'Albert n'a pas abouti. En 1962, l'Association pour l'indépendance de la péninsule supérieure a été créée pour promouvoir la fondation de l'État de Superior. L'association est allée jusqu'à soumettre un projet de loi de sécession à la législature de l'État du Michigan, avec 20 000 signatures jointes à la pétition. Cependant, dans l'État du Michigan, 56 000 signatures étaient nécessaires pour qu'un référendum puisse être introduit et soumis au vote. Puis, dans les années 70, le nord du Michigan a uni ses forces avec le nord du Wisconsin pour tenter de faire de l'État de supérieur une réalité. Les habitants de ces régions estimaient que leurs impôts étaient trop élevés en raison des exigences économiques des parties sud de chaque État par rapport aux leurs. Leur argument était que les besoins des grandes villes et des zones à plus forte densité de population étaient prioritaires par rapport aux leurs. Il y avait aussi un ressentiment croissant face au fait que les deux gouvernements d'État, situés dans le sud du Michigan et du Wisconsin, adoptaient des lois environnementales qui menaçaient les moyens de subsistance de nombreux habitants du Nord. En réponse, plusieurs législateurs des régions du Nord des deux États ont proposé de créer un tout nouvel État, mais cela n'a jamais abouti. Fait intéressant, l'État de supérieur est récemment revenu à l'esprit des habitants du Nord pour les mêmes raisons qu'en 1970. Lorsque le Michigan a commencé à réviser les lois fiscales, il y a eu des discussions sur la sécession dans le Nord. Y aura-t-il une nouvelle tentative de sécession ? L'avant-dernier État proposé aurait été unique en son genre, car il aurait créé un État par les Amérindiens pour les Amérindiens. 2. L'État de Sequoia, proposé en 1905. Tout au long de l'histoire des États-Unis, les communautés amérindiennes ont été confrontées à des injustices répétées, en particulier en ce qui concerne la terre et la souveraineté. L'un des efforts les plus importants des tribus amérindiennes pour établir une autonomie politique a eu lieu en 1905 avec la proposition de l'État de Sequoia. Cette proposition visait à créer un État dirigé par les Amérindiens, dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma. À l'époque, cette région ne faisait partie d'aucun État américain.
Elle était composée de terres contrôlées par le gouvernement fédéral et de territoires amérindiens à l'époque. Une grande partie de la région avait été attribuée à des tribus amérindiennes par plusieurs traités après l'Indian Removal Act de 1830. Malheureusement, à cette époque, les choses changeaient, et pas pour le mieux. En 1898, le gouvernement américain a adopté le Curtis Act, qui a été utilisé pour assimiler de force les peuples autochtones au mode de vie américain. La loi a démantelé les gouvernements et systèmes juridiques tribaux, mettant fin à une grande partie de la souveraineté que détenaient autrefois les communautés autochtones du territoire. En réponse, les dirigeants des tribus Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw et Séminole ont organisé une convention constitutionnelle à Muskogee. Leur objectif était de préserver leur identité culturelle et de maintenir un certain degré d'autonomie politique. Le résultat fut un projet de constitution et une déclaration des droits pour l'État proposé de Sequoyah, qui aurait été gouverné par des dirigeants autochtones et structuré comme n'importe quel autre État américain. Sans surprise, le gouvernement fédéral hésitait à créer un État contrôlé par des personnes qui l'opprimaient depuis plus de 100 ans. Le Congrès a refusé d'examiner la proposition de 1905 visant à former l'État de Sequoyah, et elle n'a même jamais été soumise au vote. À la place, le gouvernement fédéral a voté pour créer un autre État, qui engloberait le territoire amérindien, ainsi qu'une grande partie des terres à l'ouest. C'est ainsi qu'en 1907, l'État proposé de Sequoyah a été abandonné, et que l'État d'Oklahoma a été créé. Notre dernier État qui n'a jamais vu le jour a peut-être eu la sécession la plus passive-agressive de toute l'histoire des États-Unis. Numéro 1. Absaroka, proposé en 1935. L'idée de l'État d'Absaroka existait peut-être avant 1935, mais c'est au milieu des années 30 que le mouvement a vraiment pris de l'ampleur. Comme beaucoup d'autres États proposés dans l'histoire américaine, Absaroka est né d'une frustration politique, cette fois dans le nord du Wyoming, le sud du Montana et l'ouest du Dakota du Sud. Les habitants de ces régions peu peuplées se sentaient ignorés par leurs gouvernements d'État respectifs. Ils voyaient les fonds publics soutenir de manière disproportionnée les villes du Sud plus peuplées, tandis que leurs propres communautés restaient sous-développées et marginalisées politiquement. Le mouvement sécessionniste visait à former un nouvel État nommé Absaroka, d'après la chaîne Absaroka des montagnes rocheuses. Dans les régions qui allaient constituer l'Absaroka, on a d'abord tenté de faire sécession de leurs États d'origine. Cependant, contrairement à des démarches d'accession à l'État plus formelles, la campagne pour l'Absaroka n'a jamais suivi les voies légales. Il n'y a pas eu de convention constitutionnelle, de pétition législative ou d'appel au Congrès. Le mouvement a plutôt opté pour une approche passive-agressive de la sécession. Les partisans ont commencé à émettre des plaques d'immatriculation Absaroka et ont même organisé un concours de beauté Miss Absaroka en 1939 pour promouvoir l'identité de l'État. Un homme nommé A.R. Swickard est apparu comme un leader éminent du mouvement. Se déclarant gouverneur d'Absaroka, Swickard a tenté de maintenir l'illusion que l'État d'Absaroka était réel. Lors de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, les priorités nationales ont radicalement changé. L'attention du pays s'est tournée vers l'unité et la production en temps de guerre, et les citoyens de la région proposée d'Absaroka ont mis de côté leurs ambitions d'indépendance. L'intérêt pour la sécession a diminué, et l'État d'Absaroka a discrètement disparu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et activer les notifications pour voir plus de vidéos similaires. Ça change vraiment la donne. Merci encore, à la prochaine sur MatPack.